Salut mes choux, on a envie de s'éclater? Vous avez été plusieurs à me demander si j'allais parler de films en particulier plus longtemps dans ces vidéos. Merci pour la suggestion, parce qu'on commence ça aujourd'hui, avec un film que très peu de monde connaissent, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Vous voulez vous mesurer aux vedettes du ring? De 1993, Firepower, alias Zone Mortelle. Firepower est un film du duo composé du réalisateur canadien Richard Pépin et du producteur Joseph Méry, qui a produit près de 100 films dans sa carrière, surtout dans les années 90 et directement en VHS. Dans le jargon, on dirait que c'est un Pépin-Méry, et ça suffit pour beaucoup d'amateurs. Il met en vedette Chad McQueen et Gary Daniels. McQueen est le fils du légendaire acteur Steve McQueen, et pendant un moment, il semblait qu'il allait avoir une belle carrière dans les films d'action. Lui qui a été entraîné par Chuck Norris. Mais malheureusement, ses problèmes de consommation lui ont fait perdre plusieurs gros rôles avant qu'il ne se retire définitivement dans le monde de la course automobile. Il n'a pas tourné un film en plus de 20 ans. Avec lui, on retrouve le charismatique, le seul, le vrai Gary Daniels. Fort d'une filmographie de plus de 70 films, c'est une machine des films de combat des années 90. Et oui, plusieurs de ces films contiennent également des lutteurs, comme Rob Van Damme ou Stone Cold Steve Austin. Stallone lui a d'ailleurs donné un petit rôle dans le premier Expendables dont on a parlé ici. Pour s'opposer à Chad et Gary, et la raison pour laquelle je vais vous parler de Firepower, on retrouve un lutteur qui va vous faire dire « Quoi? Il a fait un film, lui? » Ouais, il a fait un film, lui. Et ce lutteur, c'est Jim Hellwig, alias The Ultimate Warrior. Très peu de choses sont connues sur Firepower. Premièrement, parce que le duo Pépin et Méry les produisait extrêmement rapidement et le médium de la VHS ne donnait pas vraiment le temps, l'énergie ou l'argent nécessaire pour permettre à chaque film d'avoir sa grosse sortie médiatique. On est dans une logique ultra mercantile. Faut remplir des tablettes de club vidéo le plus rapidement possible. Deuxièmement, on ne parle pas de Firepower dans aucun des différents documentaires sur Warrior. Donc sortez vos vieux lecteurs VHS, allez vous chercher une tornade, et découvrons ensemble pourquoi on ne parle que trop peu de Firepower ou pourquoi le guerrier ultime n'a qu'un seul film à son actif. Ah ouais. Il n'y a pas grand chose de plus apaisant que le logo de France Film au début d'une VHS. On le sait qu'on est en bonne main. Le film commence dans l'équivalent du café 80 de Back to the Future 2, où l'on retrouve nos deux protagonistes, McQueen et Daniels, en policier de Los Angeles, en train de manger ce que les États-Unis considèrent comme un repas santé, dans le futur de 2007. Fait que les enfants, si vous voulez réaliser un film qui se passe dans le futur, mais pas de budget, le secret, c'est de jouer sur l'angle de la nostalgie, où tu mets des affaires de l'époque du tournage, mais comme si c'était volontairement rétro. Pour le reste, tu rajoutes des trucs qui font futuristes, comme des lumières sur un gun ou des vieilles TV superposées. Et voilà, du bon futur qui ne vide pas le budget. Ils sont en train d'écouter les nouvelles du futur, ce qui est parfait pour exposer l'intrigue du film de façon rapide et efficace. Dans le futur de 2007, le sida est guéri et les grandes villes ont des zones de liberté individuelle totale appelées zones des damnés, endroits rêvés des libertariens de Floride où tout est légal, dans le but de baisser le taux de criminalité ailleurs où les riches vivent. Sans surprise, ça a viré en couille assez rapidement avec des gars comme Drexel, genre de Vince McMahon local qui contrôle la drogue, la prostitution, les gangs meurtrières et où il fabrique apparemment des vaccins illégaux et non efficaces contre le sida. Exact, il possède la moitié de la zone des damnés. Hey, puis Drexel, quel beau nom cliché! À peine le temps de finir leurs frites molles qui sont appelés à la poursuite d'une vieille Camaro du futur avec leur Dodge du futur et leur Pontiac Lumina du futur. Veux-tu bien me dire à quel meeting du futur j'ai pas assisté pour voir Pontiac se faire demander que la Lumina devienne le fourgon officiel de la police? Puis règle générale, quand on voit ces Dodge-là dans un film, ils vont être... Ben voilà. On arrête le suspect qui ressemble à Pauly Shore et on l'amène au poste de police du futur, où on a l'air de plus s'intéresser aux cheveux de Gary Daniels que de rénover à la place. Quand est-ce que tu comptes aller chez le coiffeur, toi? Je vous avais dit d'aller chez le coiffeur. Je comprends ça. Et puis, commotion, un autre suspect fait son entrée. Warrior. Hey, pis c'est bien malade, ça a juste pris
12 minutes? Je croirais rêver. C'est pas long qu'il s'impose en tabassant les deux officiers pendant que le boss peut pas juste s'en crisser plus. On lui injecte de l'Internet des années 90 dans le corps et on le mène à sa cellule du futur. Pas de lui dans nos locaux plus de 2 heures. Rapidement, le chef fait savoir que Swordsman doit décalisser de sa prison avant que sa gang ne vienne le chercher, avec ce qui a l'air d'être un vestiaire de lutte des années 90 de la Deep South. S'ensuit une fusillade où Gary Daniels perd son plan cul et Swordsman se sauve. Étrangement, personne n'a passé à travers une fenêtre et son store vers... Ben voilà. Voyons, c'est bien cliché à date. Une nouvelle poursuite s'engage avec un vieux Future Liner des années 40, du futur, des Lumina et un hélicoptère. C'est correct, ils font des bruits du futur puis ils tirent des lasers. Toi, hélicoptère dans un film d'action des années 90, tu sais quoi faire? Merci. Ça se conclut au Piranha Bar cliché de la zone mortelle où Drexel book des combats extrêmes un peu comme un Battle War du futur, avec des graphiques poches dignes de Coliseum vidéo faits par un nerd approximatif puis du kickboxing obligatoire à tous les films d'action des années 90. Hey, pour vrai, il y en a des centaines. Sitôt arrivé, un peu de baston oblige, mais par chance, ils sont casqués et habillés en joueurs de laser tag. Ils se font avertir par un genre de Kano qui devrait partir. Il est joué par Niels Allen Stewart, homme de bras dans tous les films d'action des années 90, surtout reconnaissable à cause de sa couette. Il a qu'ils arrêtent d'abord de se bourrer à la face, puis qu'ils se mettent des brassières! Ils découvrent que le gars qu'ils ont arrêté au début transportait un vaccin de contrebande contre le sida et qu'il travaillait pour Drexel. Ils vont se faire passer pour des lutteurs pour infiltrer le milieu des combats de bar, complets avec paris illégaux et des items de Mario Kart pour rendre les combats plus intéressants. Le boss a toujours l'air de s'en crisser. Si vous y laissez votre peau, personne ne viendra se plaindre à part le syndicat de la police. Chad, lui, doit annoncer à sa femme qu'il a pris des bookings de lutte les soirs et les fins de semaine. Qu'est-ce que tu voudras où tu vas? Elle va bien le prendre. Petit match de house show pour Warrior qui se fait mettre over big time par la légende Gérald Okamura, qui est aussi dans tous les films d'action des années 90. Warrior a un headbutt comme finish, ce qui me rappelle un peu cette scène-là. Tout ça sous les acclamations des libertariens qui, eux, sont heureux en autant que le gouvernement les empêche pas de faire de la côte sur le cul d'une prostituée, pas payer de taxes, puis regarder des pauvres s'entretuer pour leur divertissement. Le coach qui a l'air d'un mélange entre Vega et Sagat dans le film de Street Fighter va leur expliquer comment ça marche et leur donner des gimmicks. Warrior passe. Quel acteur! Hyper contre Dr. Death! C'est l'heure de Viper contre Dr. Death. Le pauvre Jim Ross, il va être en crise que Dr. Death perde encore un combat pas arrangé. Après, Gary Daniels va avoir son premier combat pendant que Chad développe du bromance avec Viper. Gary refuse d'être traité comme une recrue de la New Japan. T-shirt bleu obligatoire pour les nouveaux. Je suis un vétéran, mec. Il n'y a pas besoin de personne pour se mettre over. Gary Daniels, c'est une star. Viper vient féliciter Chad pour son combat et explique son backstory. C'est pour nourrir ma petite famille. Hey dude, fais pas ça! Tu sais ce qui arrive aux gars trop gentils dans les films d'action des années 90? Il va mourir, hein? Chad va ensuite worker la serveuse, qui est la femme de ses rêves. Dommage qu'il y ait une femme fatigante à la maison. Très dommage. Vince arrive ensuite avec Warrior, qui veut vraiment montrer sa nouvelle cape. Il est tellement fier. On dirait un enfant qui a trouvé un bâton vraiment beau à terre ou qui vient d'aider son père à bouger le sofa. Vince avertit Chad de laisser sa diva tranquille pour qu'il puisse éventuellement se faire poursuivre dans 20 ans. Oui, Warrior, je l'ai vu ta cape. Elle est vraiment belle, oui, bravo. Chad se fait ramasser par sa castratrice de femme pendant qu'il est assis sur son sofa du futur. Incroyable quand même que la seule affaire que le film a deviné, c'est que dans le futur, on allait jouer aux consoles rétro. Ah, puis que tout le monde va s'habiller éventuellement comme cette photo de The Rock. Sagat Vega vient dire à Chad d'arrêter de fouiner et de se concentrer sur son job match. Ça commence à chauffer de partout. Viper vient le féliciter. Il va vraiment mourir, lui, hein? Mais ses combats sont plates en esti. Même la musique. On dirait qu'on est à SmackDown avec le faux bruit de foule. Par chance, après, on a droit à une autre belle performance de Gary Daniels. Hey non, mais ça,
Ça, c'est une star. Viper se fait ensuite envoyer dans un match qui file arrangé. Il va mourir, hein? Comme une punition pour la chaleur ramassée par Gary et Chad, qui ne va pas s'en rappeler ça. Hey, pis pourquoi il s'appelle Viper? C'est même pas une vipère. Il aurait pu s'appeler l'homme lézard, pis ça aurait rien changé. L'homme lézard meurt. Eh ben. J'avais un pressentiment. Et les gars vont se saouler au bar 5 minutes après pour oublier. C'est quoi ces têtes de 6 pieds de long? Les chagrins s'accumulent, c'est la vie qui est comme ça, mon vieux. La vipère avait des infos à propos d'un vaccin. Ah oui, c'est vrai, le film tourne autour du vaccin pour le sida. Les méchants vont libérer le prisonnier du début, qui révèle à Drexel, devant des stars verticaux de méchants, que ces deux vedettes sont en fait des policiers, pendant que la serveuse devient gentille. Dommage que Chad ait Ah ben voilà. Même pas besoin de demander d'ouvrir votre couple. Là, ça devient personnel. Gary Daniels recrée le Titantron de Rob Van Damme. Je pense que c'est l'heure du main event. Warrior fait un run-in et tasse le jobber. Yes, let's go! Y a-t-il quelque chose de plus homme, viril et hétérosexuel que de regarder deux vrais hommes musclés puis huilés se gonfler les veines serrées un contre l'autre? Bien entendu, le combat est arrangé pour faire gagner Swordsman, mais Gary est trop fort. Dommage que le combat n'ait aucune émotion, pas de gros plans, pas d'histoire, c'est même assez plate. Si on compare à Mortal Kombat ou Street Fighter, qui ne sont absolument pas des meilleurs films, on voit quand même que les combats comportent des charges émotionnelles. C'est la base du cinéma et de la lutte. C'est fou ce qu'un gros plan de visage peut faire pour l'empathie du spectateur. Mais ici, rien. Juste des spots. Oh shit! Swordsman qui sort son épée. C'est l'heure, mon Gary. C'est ton moment. La surprise, le moment où tu vas te lever d'un coup, pis... OK. OK. Gary est mort. On passe à d'autres choses. Chad y va all-in pour épingler Drexel et Swordsman dans leur laboratoire de vaccin de sida. Oui, vous vous rappelez de ça? Le sida? Où les scientifiques font de la science en mélangeant des fioles de couleur. L'enjeu de ce combat, ce sera Lisa. Drexel fait son monologue au lieu de tirer et Chad doit affronter Warrior pendant que la serveuse réagit comme les arbitres de la AEW. Encore une fois, aucune émotion dans le combat. Juste des moves et des plans larges. On a même droit à une première prise de lutte, puis Chad électrocute le Warrior qui meurt. Drexel fait un autre monologue au lieu de tirer. Mais de toute façon, vous avez perdu. Puis se fait avoir par la serveuse avant de se faire slicer et passer à travers la fenêtre du toit. C'est tellement cliché, il manquerait juste qu'il tombe à travers une table. Ben voilà. Chad peut repartir avec la nouvelle maman de son fils et aller jouer au Super Nintendo. Fin. Donc voilà, c'était Zone Mortelle. Pas dégueulasse, mais rien de bien intéressant. Du petit fast-food cheap de club vidéo comme on en faisait à la pelletée. Si c'était pas du fixe et la seule présence au cinéma de l'Ultimate Warrior, on ne parlerait à juste titre plus du tout du film. Foutez-moi la pêche, débute une seconde. C'est normal, il y a zéro émotion, on s'attache à rien, ni personne, à part Gary Daniels qui a juste vraiment un booking pourri à la fin. On s'est calissé du film jusque dans sa sortie DVD. Regardez ça. Une Ferrari qui a aucun rapport, Gary Daniels qui a l'air d'être dans un autre film avec un gun puis un speedomètre. Il n'y a aucun plan d'un indicateur de vitesse non plus. Puis Lock and Load, hey, ça c'est fatigant. Tous les films d'action cheap où on a l'impression que le distributeur n'a pas regardé le film, il y a une réplique comme ça en 4-5 mots qui veulent rien dire. Oh wow! Lock and Load! Hey, ça me donne envie d'écouter le film. Les dialogues ne veulent rien dire, les moves ne veulent rien dire.
Il n'y a aucun impact nulle part dans les gros combats, et la seule raison pour laquelle on peut patcher les trous comme spectateur et vivre des émotions, c'est que, comme à la lutte, il faut connaître nos codes et nos clichés. Hey, ceux qui ont aimé la formule d'un seul film, faites-moi le savoir, et d'ici les prochains, je vous souhaite bonne lutte, bon film. Et si possible, les deux en même temps. Corruption must be deeper than the eyes are really showing. It's all on the fire, like a fire thing.